Attendez. Oui, on vous entend parfaitement. Est-ce que vous arrivez à m'entendre aussi? Oui, je vous entends. Merci beaucoup. Je profite aussi pour présenter mes excuses. Nous sommes de la vieille génération, donc on n'est pas trop informatique. Voilà, bon. Maintenant, on va parler des hémorragies de type aigu. Diapo suivant. Aucun conflit d'intérêt suivant. Alors, les objectifs pédagogiques, ça dit que connaître les modes de présentation, hein, clinique d'une hémorragie de type aigu et les critères de gravité, connaître les mesures à prendre en urgence devant une hémorragie diététique, connaître les causes les plus fréquentes des hémorragies diététiques au début, connaître les principales mesures thérapeutiques utiles au traitement du saignement et de la lésion causale. Ensuite, on va définir une conduite à tenir pratique devant une hémorragie diététique au début. Alors, pour atteindre ces objectifs suivants, pour atteindre ces objectifs, nous allons sur le plan que voici. Nous allons dans un premier chapitre, parler des généralités. Ensuite, nous abordons le diagnostic dans ses différents volets, positifs, différentiels. Mais avant le diagnostic idéologique, nous allons faire des mesures de réparation. Et on va terminer par une conclusion suivante. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc ici, un exemple parfait de prise en charge multidisciplinaire. Donc, ça va réunir les gastro-entérologues, les endoscopistes, les réanimateurs, les radiologues, chirurgiens biologistes. Donc, on aura besoin de tous ces acteurs-là pour prendre en charge une maladie diététique au début. Diapo, s'il vous plaît. Voilà, les généralités. Diapo, la définition. Donc, une hémorragie digestive au début, c'est le saignement d'une lésion. Hein, et c'est le saignement dans un contexte aigu, hein, inférieur à 48 heures, et toute lésion du tube digestif située en amont de l'angle de tresse. L'angle de tresse, c'est l'angle du duodénojustinal, et cette hémorragie peut être extériorisée ou non. Voilà, ça c'est la définition d'une hémorragie digestive aiguë. Donc, l'intérêt de l'étude de cette hémorragie digestive, c'est quoi? C'est l'intérêt épidémiologique. Donc, au Mali, nous avons pu faire des études où on a trouvé 40% de rupture des varices œsophagiennes et 22% de ulcères gastro de difficile de poser le diagnostic compte tenu du plateau technique. L'intérêt aussi thérapeutique. De nos jours, il y a un national thérapeutique médical à notre disposition qui nous permet de prendre en charge ces hémorragies digestives. Suivant. Alors, le mécanisme, soit il s'agit d'un saignement artériel, comme dans le gastro-duodénal, ou un saignement veineux, hein, donc une rupture des varices œsophagiennes, ou carrément un saignement muqueux, hein, les gastropathies hémorragiques. Diapo suivant. Le diagnostic positif. Le diagnostic positif, quand l'hémorragie est extériorisée, alors, soit l'extériorisation se fait sous forme d'hématémèse ou de méléna, et ou de rectoragie, mais on préfère on préfère parler de d'hématokésie, hein, qui veut dire émission de sang rouge par la voie, parce qu'elle que soit son origine. Et hémorragie, c'est un peu restrictif parce que ça veut dire émission de sang rouge par la voie d'origine rectale, alors que un saignement de varices œsophagiennes, par le de varices œsophagiennes, peut être abondant et puis sortir sous forme de sang rouge au niveau de l'anus. Donc, il faut un interrogatoire judiciaire du malade ou de l'entourage, l'observation des directions, comme vous le voyez sur l'écran, et le toucher rectal qui vous permet de ramener du sang ou du mélange. Suivant. Alors, quand les
Professeur, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous arrivez à nous entendre. Vous m'attendez? Oui, là, on vous entend. Vous avez perdu il y a 1 minute, quelques secondes. D'accord. Et voilà, donc je reviens sur l'hémorragie non extérieure alors. Voilà, donc je disais que quand une hémorragie digestive non extérieure, voilà, le diagnostic positif, c'est à partir des signes de choc ou le tubage gastrique ou le toucher rectal. Suivant s'il vous plaît. Alors, le diagnostic différentiel. Donc, le diagnostic différentiel va se faire comme on a fait le diagnostic différentiel va se faire quand l'hémorragie est sur le devant l'hématémèse. Voilà, donc devant l'hématémèse, il faut éliminer une hémoptysie, hein, c'est l'émission de sang par la bouche au cours des fois. Professeur, on vous a encore perdu. On ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais nous, on ne vous entend plus. Vous m'attendez plus? Là, maintenant, on vous entend, oui. D'accord. Ça va? Oui, là, on entend. Oui, si vous pourrez reprendre, s'il vous plaît. Voilà, donc je disais que le diagnostic différentiel va se faire devant devant les mathématiques. Il faut éliminer une hémoptysie qui est l'émission de sang par la bouche, mais au cours de fort de tout, l'hémocyanomése, hein, c'est l'émission de sang dans la salive, donc l'origine est dans la cavité buccale, c'est l'origine de CMA. L'épistatique déglutie et l'hémoglobine, pathologie de la sphère orale postérieure. Donc, le patient va déglutir le sang et puis il vomit. Et le vomissement du liquide de stase, les vomissements colérés par des aliments comme le vin et puis la betterave, c'est des choses que les malades peuvent rentrer. Et quand les malades vont vomir et quand ils voient que c'est rouge, ils vont s'inquiéter. Donc, dans toutes ces situations, quand on va faire une endoscopie digestive, ça va devenir normal. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, ça ne bouge pas. Voilà, nous sommes dans les diagnostics de gravité. Diagnostic de gravité, souvent, voilà. Donc, le diagnostic de gravité va se faire devant une évaluation de la perte sanguine. Et puis, on va évaluer le terrain. Donc, l'évaluation de la perte sanguine sera clinique. Donc, on recherche une tachycardie, une hypotension autotatique, la pâleur, les sueurs profiles, froideur des extrémités, une hypotension artérielle. Les signes de choc avec une pression artérielle inférieure à 80 mm de mercure et la notion du besoin de transfusion non globulaire hein, dont le patient a besoin pour être irradié. Suivant. Voilà. Donc ici, ça c'est un tableau qui est beaucoup plus utilisé par les dentistes. Donc, vous voyez sur le tableau à gauche, à votre gauche, hein, les items qui sont utilisés et ça permet de quantifier la perte sanguine. Et quand c'est inférieur à 750, voilà, on pense que l'hémorragie est minime entre 750 et 1500. L'hémorragie est, est, est modérée, mais quand ça dépasse 1500, on pense que c'est une hémorragie verticale. Moi, c'est beaucoup plus les dentistes qui utilisent ça. Diapo, s'il vous plaît. Le suivant, suivant. Voilà, et toujours l'évaluation de la perte sanguine. Sur le plan biologique,
on va faire le dosage de l'hémoglobine et de l'hématocrite. Urgemment, vous pouvez demander ça. Et il faut noter que ces constantes peuvent ne pas être modifiées à la phase aiguë, hein, et ce qui permet de sous-estimer l'hémorragie. Mais quand vous faites ça plus tard, il peut y avoir une surestimation de ces constantes-là. L'urée et la créate vont être élevées, hein, quand vous les demandez. Diapo suivante. Le terrain, l'âge physiologique, au-delà de 65 ans, il faut considérer que c'est grave. Hein. L'état associé, est-ce qu'il y a des pathologies bronchopulmonaires, cardiaques, rénales, hépatiques, sous-jacentes? Est-ce que le malade est en situation de stress? Oui, diapo suivant. Voilà les mesures de réanimation. Après avoir posé les diagnostics positifs, éliminer ce qui n'est pas hémorragie digestive et le diagnostic de gravité, il faut les mesures de réanimation. Ces mesures de réanimation vont demander l'hospitalisation. Il faut hospitaliser toute hémorragie digestive et qui n'est pas d'allure proctologique. Toute hémorragie digestive doit être hospitalisée. Donc, il faut apprécier l'état respiratoire et assurer une ventilation optimale. Du coup, là, c'est en position demi-assise ou latérale de sécurité. Il faut libérer les voies aériennes supérieures, l'oxygénothérapie qu'il faut faire. Et si il y a une hypoxie ou si les sujets âgés, une hémorragie sévère chez les coronariens ou lorsqu'il y a une pathologie pulmonaire associée. Et l'intubation, on peut être amené à faire une intubation avec une ventilation artificielle s'il y a trouble de la conscience, une détresse respiratoire ou un état de choc. Diapo suivante. Voilà, donc la correction de l'hypoglykémie, c'est la première urgence. C'est la première urgence et cette correction doit être prudente. Donc, il faut que la pression artérielle moyenne soit autour de 80 mm de mercure. Il faut arrêter les bêta-bloquants parce que le patient peut venir, c'est des malades sur le tube ou des choses. Donc, les bêta-bloquants sont délétères à cette phase. Il faut la pose de 2 voies veineuses périphériques de bon calibre, hein, et une voie veineuse centrale s'il y a une impossibilité de venir une voie périphérique. C'est possible. Alors, les cristallories seront préférées hein, à première intention du fait de leur innocuité. Hein, il faut préférer les sérums physiologiques. Si vous utilisez les sérums glucosés, alors il ne faut pas oublier la vitaminothérapie PM ici. En cas d'hémorragie abondante, les colloïdes, excepté l'hydroxyéthylamidon, qui aggrave l'insuffisance hépatosolaire, vous pouvez les utiliser. La supériorité de l'albumine dans cette citation n'a pas été démontrée. Suivant. Alors, si vous suspectez une cirrhose, il faut faire en sorte que le remplissage vasculaire se fasse à minima, car une expansion volumique peut entraîner une récidive hémorragique. Et l'objectif de remplissage sur ce terrain se passe la fréquence cardiaque. Il faut que la fréquence cardiaque soit inférieure à 100 battements par minute, la pression systolique supérieure à 100 mm de Hg et la durée horaire supérieure à 30 cc. Voilà, la transfusion doit être adaptée au degré de globalisation chez les malades et hydratés. Donc, l'objectif est d'avoir une hématocrite entre 25 et 30 et le taux d'hémoglobine autour de 8 grammes par décilitre. Diapo. Alors, après, c'est la correction des troubles de l'hémostase. Hein, c'est la correction systématique des troubles de l'hémostase par des dérivés de sang, PSP, plasma, frais congelés, plaquettes. Ce n'est pas recommandé en tant que tel. Parce que vous avez souvent des plaquettes inférieures à 50 000 par ml. Bon, vous pouvez proposer une transfusion de concentré plaquettaire. Cependant, le nombre de plaquettes peut ne pas augmenter car
vous êtes sur un terrain cirrhotique et vous savez que sur ce terrain cirrhotique, il y a ce qu'on appelle l'hyperspirénisme. Avancez, s'il vous plaît. Suivant. Alors, il faut évaluer l'état de conscience après la correction des détresses cardio-respiratoires, hein, la prise de température et chercher d'éventuels foyers infectieux, une glycémie capillaire lorsqu'il y a une hypoglycémie à niveau du sérum glucosé, G30. Voilà. Drapeau suivant. Voilà. Maintenant, les examens biologiques, hein, sont systématiques pour une numération, le nombre le groupage, le lotus, il faut deux déterminations, la recherche d'habitude des lait, un bilan démonstrable des fonctions rénales, le bilan hépatique, et il faut commander et mettre en réserve les globulaires compatibles. C'est ce qui est difficile d'avoir dans nos profs. Je ne sais pas si chez vous, c'est ces choses. Très généralement, on fait de la transfusion du sang total. Le globulaire, ce n'est pas tout le temps, tout le temps. Diapo suivant. Alors, la prévention d'une encéphalopathie hépatique et s'il y a des signes d'hépatopathie chronique. Donc, il faut une surveillance qui sera clinique et biologique et le rythme de surveillance est fonction de la gravité de l'hémorragie. Diapo suivant. Voilà, le diagnostic étiologique et la prise en charge spécifique. On va faire une enquête étiologique. L'enquête étiologique, c'est l'interrogatoire, l'examen physique, les examens paracliniques. Donc, l'interrogatoire minutieux à la recherche des antécédents du cercle gastro-duodénal, des douleurs d'amidon, des épisodes d'hémorragie diétique, hein, d'ictère, d'autres pathologies intéressant le foie ou le pancréas, la prise de médicaments gastroentérologiques. Si vous avez la possibilité de demander les ordonnances du patient, vous regardez si parmi ces ordonnances, il y a des produits comme les anti-inflammatoires qui peuvent provoquer des lésions qui saignent. Et notion d'utilisme, des vomissements ayant précédé le saignement dans le cadre du syndrome de Malheureuse, l'intervention sur la route. Oui, diapo suivante. L'examen physique, il faut une systématisation, inspection, palpation, percussion, auscultation, toucher rectal. Donc, vraiment, ces examens, il faut les faire comme on l'a pris dans la petite classe. Et ça va permettre de rechercher les signes d'hépatopathie chronique, les signes d'hypertension portante et d'insuffisance hépatocellulaire, les signes d'une maladie hémorragique, les cicatrices abdominales. Et il faut que l'examen soit général de façon systématique. Et n'oubliez pas de toucher les cas, c'est très important. Diapo. Diapo suivante. Voilà, les examens paracliniques, la fibroscopie. La fibroscopie, c'est l'examen clé. Dès que l'état hémodynamique le permet, hein, au besoin, si vous avez l'érythromycine, la forme injectable, 250 mg, vous exercez dans 20 à 30 minutes avant l'acte. Cela permet de vider carrément l'estomac et de permettre de bien explorer, hein, le tube digestif. Mieux, il faudrait que vous fassiez cette fibroscopie les 6 premières heures, sinon dans les 24 premières heures. C'est possible. Alors, ça, c'est une image de topographie dans une salle de topographie où on continue. Voilà. Donc, la fibro a un triple objectif, hein, faire le diagnostic légionnaire, évaluer le risque de poursuite et de récidive hémorragique et réaliser, si besoin, un geste démonstratif, un geste thérapeutique. Bon, il y a d'autres examens qu'on fait rarement, notamment la topographie digestive et puis la TDM circulaire. Vraiment, avec le développement de la fibroscopie ésophageale, il nous arrive rarement de faire appel aux radiologues pour ces examens. Oui, diapo suivante. Alors, les éthologies et puis la quantitative.
Donc, les lésions non liées à l'hypertension portale. Hein, le groupe de lésions non liées à l'hypertension portale. Hein, l'hémorragie des types par le gastro-duodénal. Hein, c'est la plus fréquente. 30% des hémorragies des types duodénal. La fibroscopie précise les lésions selon la classification de Forest que vous maîtrisez. Diapositive. Voilà cette classification. Vous avez le stade 1. Le stade 1, c'est subdivisé en deux sous-groupes. Stade 1A, c'est les saignements âgés. L'image à votre gauche. Stade 2B, c'est le saignement anal. Donc, l'hémorragie est active. Suivant. Voilà, le stade 2 est subdivisé en trois sous-groupes. Le stade 2A, c'est le vaisseau visible. Le stade DB au milieu, hein, c'est caillot adhérent. Hein. Le stade 2C, ça, c'est les taches pigmentaires. Donc, vaisseau visible, caillot adhérent et puis taches pigmentaires. Ça, c'est les segments d'hémorragie récente. Diapo suivante. Le troisième, ça, le fond du viscère est propre. Il n'y a pas de segment. Donc, tout médecin doit maîtriser cette classification-là. Stade 1, 1A, CMA AG, 1, 2, CMA, 1, 2, CMA ACAP. Et le stade 2, 3 sous-groupes. Professeur, on vous a perdu encore. On ne vous entend plus. Professeur, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Je ne sais pas si quelqu'un arrive à m'entendre parce que je n'entends pas le professeur. Endoscopique quand vous avez la possibilité de le faire. Et de stade 2 et vaisseau visible jusqu'à caillot adhérent, le traitement doit être endoscopique. Dans les autres situations, on peut se permettre de faire le traitement médicamenteux. Voilà. On peut diapo suivant. Ça ne bouge pas, diapo suivant. Voilà. Ici, le score de RuPaul, qui est beaucoup utilisé par les réanimateurs, les urgentistes, et ça utilise comme item l'âge, la présence d'un choc, les comorbidités, l'étiologie et les critères endoscopiques à risque. Donc, il est facile pour nous d'utiliser le score de Forest, la classification de Forest, mais ce score est utilisé par les urgentistes. Et quand ce score atteint 8, hein, la mortalité tourne autour de 41%. Voilà. Donc, nous, on utilise beaucoup plus la classification de Forest. C'est possible. Voilà. Le score de Blatchford, hein, le score de Blatchford, ce score-là peut être une aide, ça peut être une aide pour statuer en faveur d'une éventuelle prise en charge ambulatoire ou d'un transfert en unité de soins statifs. Donc, ce score
Lorsqu'il n'y a pas de risque du tout, c'est un score 0. Donc, le traitement peut être ambulatoire. Lorsque le score varie entre 1, c'est le risque intermédiaire, à ce moment, le traitement hospitalier. Mais dès que le score atteint 8 ou au-delà de 8, le risque élevé, c'est le transfert à l'unité des soins intensifs. Donc, c'est un score qui est beaucoup plus utilisé par les urgentistes, le score de Glasgow Glasgow. Et si vous avez dans votre unité hein, une unité de prise en charge des hémorragies interstices, vous pouvez l'utiliser. Donc, vous avez les systèmes, ça compte sur le bilan biologique, l'urée, le taux d'hémoglobine, la pression artérielle systolique, la fréquence cardiaque, la présence de méléna, le syncope, et est-ce qu'il y a une hépatopathie sous-jacente, une insuffisance cardiaque, ainsi. Voilà le terrain. Diapo suivant. Voilà, donc les méthodes thérapeutiques, comment il faut traiter, outre les mesures de réanimation dont j'ai parlé, il faut faire ce qu'on appelle le traitement médicamenteux. Alors, on donne des inhibiteurs de la pompe à proton, 80 mg en police, puis vous donnez 8 mg par heure par seringue électrique pendant 72 heures. Et puis, on fait le relais en pleine dose par voie orale. Diapo suivante. Alors, le traitement endoscopique, il y a trois méthodes. Hein. Après le traitement médicamenteux, il y a 3 méthodes de traitement endoscopique. Donc, il faut idéalement associer 2 méthodes pour être vraiment efficace. Diapo suivante. Vous avez les méthodes d'injection. Les méthodes d'injection, c'est l'utilisation d'un vasoconstricteur comme l'adrénaline diluée au 1 mg. C'est très facile. Vous prenez un sérum de 10 cc. L'adrénaline, c'est des ampoules de cc. Vous tirez et vous complétez les restes par le sérum physiologique. Et vous avez l'adrénaline diluée au 1 mg. Donc, vous faites l'injection aux 4 cadrans de caractère isolé et puis au milieu. Voilà. Ensuite, quand vous enlevez vous retirez l'aiguille hein, doucement. Et ça fait l'effet de tamponnade. Après le vasoconstricteur, on peut utiliser un sclérosant qu'on appelle le polydocanol, qui est vendu sur le marché sous le nom d'intosiclérol, et il faut le 1%. Voilà, donc vous l'utilisez de la même manière. Diapo suivant. Alors, après les méthodes d'injection, vous avez les méthodes thermiques, l'électrocoagulation au placement d'argon. C'est l'image en bas à gauche, à votre gauche, et l'électrocoagulation mono ou bipolaire. Et les méthodes mécaniques, donc vraiment ça si vous avez la possibilité d'utiliser des hémoclips, c'est extraordinaire. C'est ce que vous voyez des clips qu'on a placés pour fermer le cratère. Donc, avec ça, vraiment, les projets arrêtés. Vraiment, on est rassuré quand on peut l'utiliser, quand vous avez la possibilité, vous les utilisez. Mais vous allez voir sur les diapos suivantes que c'est des trucs qui coûtent excessivement cher pour nos pays, notamment les pays de l'AES. Diapo suivant. Voilà, vous regardez les variétés de clips qui sont vendus par les différentes compagnies. Olympus en haut, c'est 75 euros. C'est pas très efficace. Boston aussi, 80 euros. Voilà, laboratoire Cook, c'est vraiment d'efficacité. C'est des clips qui ont des forces. Et c'est ces clips-là que j'utilise souvent, 90 euros. Mais bon. Et l'Ovesco, ça, c'est la nouveauté. Vous voyez, ça coûte entre 400 et 800 euros. Ça, c'est la nouveauté. Vraiment, ça, on met ça au bout de l'endoscope. C'est ça. Très cher, mais c'est très efficace. Donc, peut-être que dans vos pays, vous avez déjà des représentations qui font venir ces clips-là de l'Inde. C'est aussi efficace. Moi, je viens de quitter l'Inde. Ça coûte moins cher. Sinon, si vous avez des délégués
Et là-bas, il faut qu'ils travaillent avec les Indiens, faut les approcher. Ils vont vous, vous approvisionner en chose, en clip. Vraiment, ça coûte moins cher. Le matériel d'endoscopie thérapeutique, ça coûte très moins cher. Diapo suivant. Voilà. L'hémospray, les poudres hémostatiques, on appelle l'hémospray. Donc, c'est des poudres qui vont adhérer à la lésion, ça absorbe l'eau et fait l'effet tamponnant. Donc, ça, c'est des poudres qu'on utilise à travers le canal opérateur de l'endoscope. On arrive au niveau du cratère de l'ulcère, on voit que ça saigne et puis on pulvérise la poudre et puis ça provoque la tamponnade. Oui, diapo suivante. Voilà. Euh, Le traitement chirurgical, bon, pratiquement on ne fait plus. Hein. C'est quand vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas la possibilité de faire l'endoscopie thérapeutique, souvent vous faites recours aux chirurgiens qui vont faire l'hémostase chirurgicale. Sinon, bon, le traitement radiologique est devenu exceptionnel et anecdotique. Au début de l'hémorragie digestive, il faut rechercher et éradiquer le Helicobacter pylori. Vous savez très bien que le Helicobacter pylori est fréquent dans chez les ulcérés et ça favorise les récidives. Donc, il faut rechercher hein, et éradiquer. S'il y a une notion de plus de gâteau possible, vous arrêtez. Et il ne faut pas les arrêter comme ça si vraiment les malades sont en train de sont suivis par les cardiologues, les pneumologues. Faut discuter avec eux pour l'arrêt de certains produits gastrotoxiques. Le contrôle endoscopique doit être systématique lorsqu'il y a un ulcère gastrique. Ça, vraiment, c'est systématique. Faites le contrôle endoscopique et vous faites la biopsie du ulcère gastrique. Parce que là, un ulcère gastrique peut simuler, donner une image qui ressemble à un cancer. Donc, si vous ne faites pas ce contrôle-là, vous risquez de passer à côté. Diapo suivant. Alors, donc, après les ulcères gastro-duodénaux, on a les illusions aiguës gastro-duodénales. 20% des hémorragies digestives. Sous ce vocable, on parle de plusieurs types de lésions gastriques hémorragiques, les érosions, les ulcérations, l'ulcère de stress, qui surviennent dans un contexte particulier, notamment la notion de prise d'anti-inflammatoires, notamment d'aspirine, défiance de la diapo suivante. Voilà, donc vous voyez que la fibroscopie va permettre de mettre en exemple des lésions multiples et il faut chercher et éradiquer la cause. Et le traitement s'adresse le plus souvent aux inhibiteurs de la pompe à proton et le traitement endoscopique. Donc, c'est le même traitement endoscopique qu'on a utilisé dans le cas du traitement de la maladie chirurgicale de diapositive. Alors, les diapositives, ça ne bouge pas. Voilà, le syndrome de Malheureux. Le syndrome de Malheureux, c'est une déchirure de la pupille digestive au niveau du cardiaque, hein, secondaire à des efforts et répétés de vomissements. Donc, vous avez ici cette image, une déchirure hein, au niveau du versant œsophagien. Et puis, sur cette image, l'image à droite, vous avez une fissure, hein, un ulcère fissuraire. Le noir là que vous voyez, ça c'est l'endoscope, on a la rétrovision. Ça c'est le versant gastrique. Donc ça peut être sur le versant œsophagien ou le versant gastrique ou à cheval. Donc il faut vraiment, quand vous soupçonnez le syndrome de Malheureux, il faut dire qu'il y a hématomètre, hein, beaucoup d'efforts après plusieurs vomissements. Donc, souvent, ça permet à l'endoscopie de ne pas passer à côté. Parce que ça, c'est des lésions qui sont vraiment fines. On peut passer à côté. Voilà, donc souvent, il faut signaler. Donc, il va faire attention pour les chercher. Diapo suivant. Ce genre de malheureux n'est pas secondaire seulement au vomissement. Il y a aussi
tout traumatisme abdominal. Diapo suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc je disais que c'est ce qu'on fait maintenant référence à toute déchirure de la muqueuse au niveau de la jonction œsogastrique suite à une augmentation brutale de la pression intragastrique, quelle que soit la cause, tout le traumatisme abdominal. Donc, il faut attirer compte. Même les efforts de tout, on peut avoir chose, c'est ce problème de malheureux. Diapo suivant. Voilà, donc vous avez cette image, les saignements en acte, ça donne le saignement en acte. Donc après le traitement endoscopique, vous voyez que le saignement s'est arrêté là, dans l'image à droite. Diapo suivant. Voilà, sur cette image, vous avez le saignement s'est arrêté. Donc le versant gastrique, on aurait à retrouver une image à gauche. Vous avez le caillot adhérent. Si vous n'avez pas de méthode endoscopie traitement, de méthode d'endoscopie thérapeutique, il faut laisser le caillot, il faut mettre le patient sous IPP. Il faut pas. Sinon, si vous avez, si vous pouvez laver le caillot et puis mettre un clip. Donc, à droite, c'est le caillot adhérent. Voilà, le caillot adhérent et c'est le versant œsophagien. Voilà, après le syndrome de Molle-West, vous avez les tumeurs malignes et gastro-duodénales qui représentent 5 à 8% des infertilités. La fibrose aiguë va irradier la lésion sous forme de lésion ulcéro-bourgeonnale, de lésion ulcérée ou de lésion bourgeonnale. Donc, vous avez sur cette image de lésion ulcéro-bourgeonnale à gauche de l'œsophage et l'image à droite, c'est la lésion ulcéro-bourgeonnale de l'angle. Diapo suivant. Après les tumeurs, vous avez l'œsophagite peptique qui représente 2% des hémorragies digestifs. Donc, la fibroscopie va mettre en évidence les lésions érosives et ulcérées. Donc, le traitement, c'est les IPP et puis le traitement endoscopique cordal pour la digestion de l'œsophage. Donc, vous avez ici les érosions sur l'image qui est à gauche et puis l'ulcère sur l'image à droite. Donc, ça permet de faire la classification de Savary de Los Angeles que vous connaissez déjà. Légion suivante, dans le cas de réflexion. Légion diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc les malformations vasculaires hein, qui, qui font 1% des hémorragies digestifs. Vous avez les endodysplasies, les téléncéctasies isolées, pour entrer dans le cas de la maladie de Osler. Donc, c'est ces taches rougeâtres-là que vous voyez sur les images. Donc, le traitement, c'est le plasma argot. Et très généralement, ça ne donne pas d'hémorragie extériorisée. Très généralement, ça donne des hémorragies non extériorises. Donc, c'est des patients qui font des anémies à répétition, une anémie mucositaire hypochrome. Donc, quand on va trouver cette lésion-là. Donc, le traitement, c'est le plasma argot, le traitement endoscopique. Diapo suivante. Voilà, maintenant, le, les lésions, l'insuffisance simple de Dieu la foi, qui fait 1% des hémorragies. C'est une ulcération de la muqueuse de 2 à 5 mm environ et en regard d'une artère sous-muqueuse qui est anormalement large. Très généralement, c'est situé du phonus. Voilà. Donc, vous voyez sur l'image à droite où on a mis sphère, c'est une image que j'ai prise sur le site de la sphère. Et vous voyez le serment âgé. Donc, et l'autre là, le serment s'est arrêté, l'image à gauche. Donc, vraiment, le traitement ici, c'est endoscopique. Si vous avez la possibilité, là, vous faites le traitement endoscopique. Soit vous mettez le clip, très efficace en mettant le clip, ou vous pouvez mettre les dictaturés, ou vous faites les méthodes d'injection. Voilà. C'est possible. Voilà. Et la future arotodiodénate qui fait moins d'1%,
C'est des porteurs de prothèses aortiques, c'est des gens qui ont fait déjà une intervention sur la route abdominale. Donc, la prothèse peut se déplacer pour aller provoquer des lésions. Et le diagnostic ici, c'est l'anoscopie. Quand vous faites, vous envoyez, vous allez voir le saignement dans la lumière intestinale. Et le scanner va vous confirmer le déplacement de la prothèse ou la tomographie. Souvent, faut faire le traitement chirurgical. C'est-à-dire qu'on fait l'ablation de la prothèse et puis on fait la, la revascularisation. Diapo suivant. Voilà. La viscogoragie, qui est aussi rare, moins d'1% des hémorragies diétiques. Ça survient le plus souvent dans un contexte de pancréatite chronique calcifiante. Voilà. Donc, le diagnostic, c'est vraiment le scanner. Vous allez voir des scarifications et la biographie qui va montrer euh, euh, des anomalies. Et la fibroscopie, vous voyez l'image à bas, vous allez voir du sang qui est en train de souder de la papille. Donc, le traitement, c'est radiologique. Les radiologues vont faire l'embolisation ou vous faites carrément la chirurgie. Voilà, donc, et l'immobilie qui fait moins d'1%, aussi comme la blessure maladie, ça contient le plus, ça simule dans un contexte traumatique. Hein, et notamment au cours des fonctions biopsiques hépatiques et le diagnostic, il est possible la triade de Sablon, hein, la douleur dictaire de maladie diétique, la fibroscopie euh, euh, ou l'imagerie, c'est-à-dire de la tomographie permet de faire les deux. Quand vous allez faire la fibroscopie, vous allez voir du sang qui va sous la papille et le traitement, comme la bichette dit, c'est le traitement radiologique, la mobilisation, où vous faites carrément la chirurgie. Diapo suivante. Voilà, nous avons vu les hémorragies digestives non liées à l'hypertension portale. Maintenant, c'est les hémorragies digestives liées à l'hypertension portale. Alors, le chef de file, c'est la rupture des varices céphaliennes et cardiovasculaires. Ces hémorragies font 30% des hémorragies digestives. Et la fibroscopie va mettre en évidence hein, les varices qui saignent en G ou en A. Comme vous voyez sur l'écran, en G, l'image euh, à l'extrême gauche au milieu, et saignement en A. Et puis où le caillot adhérent, ça c'est l'image à droite, hein, où vous avez du sang dans la cavité euh, gastrique, vous avez les varices, mais il n'y a pas de segment de cerveau. Mais il n'y a pas d'illusion au niveau de l'œsophage, de l'estomac, du dedans, qui expliquerait la présence du sang dans le. Donc, on attribue ça aux varices et aux diapo suivante. Voilà, donc le traitement, c'est les mesures de réanimation habituelle, la prévention de l'encéphalopathie, le lactulose qu'il faut donner, le lactitol. L'antibiothérapie qu'il faut faire, c'est cefoxitasime 2 grammes toutes les 8 heures, l'acide clavulanique et l'amoxicilline, hein, qui, euh, qui va l'acide clavulanique, l'amoxicilline, qu'on va donner à 2 grammes par jour, et hein, le fluoclonone, l'ofloxacine ou la norfloxacine. Donc ça, c'est des choses qu'il faut donner parce que c'est un terrain de cirrhotique. Diapo suivante. Voilà, donc le, voilà. Les substances vasoactives, la télépressine, qui est donnée en police de 2 mg et 1 mg sur le poids inférieur à 50 mg et toutes les 4 heures pendant 2 à 5 heures. La somatostatine, une perfusion continue de 25 microgrammes et pendant 2 à 5 heures après un bolus de 25 microgrammes. Diapo suivante. Voilà. Maintenant, comment il faut faire l'octrodide
qu'il faut donner à raison de 25 microgrammes après un bonus de 25 microgrammes. Et donc, c'est donné à 25 microgrammes par heure à travers la seringue électrique. Donc, la dilution, cette dilution, bon, j'ai mis ça comme ça. Ça vous met 3 ampoules de sanotacide dans 9 cc de selon physiologique et vous donnez 1 cc par heure sur 12 heures. Ou vous mettez 3 ampoules de sanotacide dans 21 cc de selon physiologique et 2 cc par heure en 12 heures. Donc, ça, c'est des choses que si vous avez une unité de soins, depuis en charge des hémorragies diétiques, vous pouvez donner cette formule-là aux infirmiers et puis vous préparez puis mettre dans la seringue de toucher et puis bon, ça marche. Ça peut aussi marcher. Voilà, donc la ligature des varices de l'ophagène. Cette ligature, ce que vous voyez là, on appelle ça. Professeur, on ne vous entend plus. Je pense qu'on va patienter encore un instant. C'est la connexion. Merci à tous pour la patience. Professeur, on ne vous entend plus. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? J'ai vu un message dans le Est-ce que vous chat. m'entendez? Oui, on Il y a vous une entend coupure à nouveau. d'électricité. On a, Ah, ok. On vous entend à nouveau. voilà, Vous pouvez c'est continuer. l'AIS, il y a une coupure d'électricité. Voilà, donc je disais que l'horoligateur, mais on ne trouve plus, cet appareil n'est plus confectionné. Donc, du coup, c'est les kits de ligature de varices œsophagiennes qu'il faut rechercher auprès de Boston, de Cook. À l'utiliser dans le service, donc ça passe bien. La sclérose, la sclérose des varices œsophagiennes pour l'école biologique. Moi, il y a déjà suivant pour aller sur la diapo suivante. Voilà, la sclérose des varices œsophagiennes. La sclérose des varices œsophagiennes, le produit qu'on utilise, c'est l'histoacryl, l'histoacryl qu'on utilise. Donc, on fait les échelons au niveau des varices des deux côtés, puis au milieu des varices. Et la colle biologique, ça, c'est pour les varices gastriques. Voilà, donc ça, c'est des méthodes des moteurs de gestion. La pose suivante. Voilà, la sonde de tamponnement de Blackmore. Donc, vraiment, cette sonde est importante. Il faudrait que dans toutes les unités où on prend, on fait la prise en charge des hémorragies, il faudrait avoir cette sonde-là. Donc, vous voyez la sonde de Blackmore sur le truc, il y a d'autres sondes de Litton, sonde de Michel, mais c'est la sonde de Blackmore que nous, on avait, mais bon, il y a le ballonnet cassé qui a pété. Donc, je suis allé sur cette d'une autre sonde. Et cette sonde, dans les hémorragies cataclysmiques, vous
vous mettez ça. Donc, ça passe par les narines et puis quand vous arrivez au niveau de l'estomac, vous gonflez le ballonnet gastrique, c'est 150 cc. Et puis, vous tirez et puis vous avez une résistance. Après, le ballonnet ésophageal, vous gonflez 50 cc, vous tirez. Donc, les deux ballonnets, il faut de temps en temps de gonfler toutes les 6 heures pendant 5 minutes pour voir si le projet est arrêté. Hein. C'est important, ça. Et puis, bon, le malade, comme c'est sur l'intérêt sérotique, faut une antibiothérapie de couverture. Voilà, donc vraiment, ça, c'est très important. Ça permet d'arrêter les saignements en attendant qu'on puisse faire une autre euh, méthode, qui est les méthodes endoscopiques qui sont efficaces. Diapositive. Voilà le tips. Transjugulaire intra-hépatique portale systémique chaîne. C'est une méthode de radiologie qui permet de placer une thèse auto-expansive à une branche de la veine proche et une branche de la veine systématique. Et ça permet d'établir le, 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 le flux. Voilà. Donc, ça, c'est une méthode de radiologie. Et quand vous avez ça, c'est une très bonne chose. Ça permet de gérer les hémorragies. Diapo suivante. Voilà, la méthode chirurgicale, transaction œsophagienne, c'est puis la dérivation portale, ça c'est des choses qu'on a abandonnées depuis le développement des méthodes endoscopiques. Au début du cours de l'épisode hémorragique, il faut utiliser des bêta-bloquants. Voilà. Si vous avez arrêté les bêta-bloquants, si le malade était sous dès que l'hémorragie s'arrête, vous le remettez sous bêta-bloquant. Il faut faire la ligature, hein, la ligature, l'hémostase, euh, et après le serment, le montage endoscopique. Donc, faut faire jusqu'à éradiquer. Et Professeur, on vous a encore perdu tout à l'heure, hein. Vous étiez en train de parler, mais on n'entendait pas. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? essayez de voir de votre côté certainement, sinon moi je vous attends ici. D'accord. C'est maintenant on vous entend aussi. On vous entend maintenant. Professeur Diarra, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Là, maintenant, on vous entend, oui. Voilà, donc on va à la diapo suivante, parce qu'on a parlé de la transplantation hépatique. Voilà. La gastropathie d'hypertension, après la reprise des varices, la gastropathie d'hypertension portale. Donc, ça donne l'aspect en mosaïque, hein, ou les ectasies vasculaires entrales que vous voyez sur ces images-là. Une mosaïque, c'est plusieurs éléments qui se ressemblent. Donc, sur les deux, les, 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 les images à gauche, là, c'est la gastropathie en mosaïque, et puis sur l'image à droite, vous avez l'ectasie vasculaire entrale. Hein. Donc, diapo suivante, vous allez voir, l'ectasie vasculaire entrale, c'est pas beaucoup plus, on peut voir ça en dehors de la maladie cirrhotique. L'ectasie vasculaire entrale, le type 1, qui donne des aspects de tir à la guerre,
en absence de cirrhose. Et le type 2, c'est l'aspect qui est diffus en cas de cirrhose. Donc, on rapproche ça souvent. Et ça rentre dans le cadre de la gastrocratie, d'hypertension portale diapositive. Alors, le traitement ici, c'est les substances vasoactives qu'on a utilisées euh, dans le cadre du traitement des varices ou le placement d'argon. Donc, ça, c'est le traitement endoscopique. Il suffit d'aller toucher et puis les brûler par le placement d'argon. Diapositive suivante. Voilà, les autres lésions, ce sont les érosions gastro-duodénales, les ulcères gastro-duodénaux, des syndromes de Malhérouès qu'on retrouve sur le terrain cirrhotique plus que dans la population générale. Donc, le traitement, c'est identique, c'est que ça soit sur le terrain cirrhotique ou en dehors de l'hypertension. Le traitement, c'est la même chose. Voilà. Diapo suivante. Voilà. On a vu les lésions liées à l'hypertension portale et les lésions liées à l'hypertension portale. Maintenant, on a les hémorragies non liées à l'ulcère et non liées à l'hypertension portale. Ça, généralement, c'est des hémorragies d'origine iatrogène. Hein. Au cours d'une sphinctérotomie, une ambulectomie, une mucosectomie duodénale, ésophagienne, un geste à haut risque hémorragique comme les polypectomies, l'hémorragie retardée, ici, l'hémorragie retardée dans 50% des cas, le traitement curatif et préventif. C'est-à-dire que dès que vous, en tant qu'endoscopiste, si vous faites un geste et vous risquez, vous pensez qu'il peut y avoir une hémorragie au découp, vous pouvez placer des clips pour vous rassurer. Et, ou sinon, le malade va revenir dans un tableau d'hémorragie. Diapo suivant. Voilà. Donc, ça, ce tableau, c'est pour dire que, voilà, il y a tu vois, une hémorragie digestive aiguë, il y a les causes fréquentes. Ces causes fréquentes, c'est l'ulcère, l'hypertension portale, les ulcérations diverses et l'œsophagie du reflux. Et il y a des causes qui sont orales, qu'on voit dans 10%, malheureux, les anomalies vasculaires de la fois, les causes biliaires, pancréatiques, et, les anomalies vasculaires. Et si l'hémorragie est active, il faut faire une nouvelle endoscopie. Il ne faut pas dire que non, l'endoscopie a été faite tout récemment. Non, faites l'hémorragie. Il faut reprendre l'endoscopie. Ça vous permet de voir les lésions. Par exemple, si on donne le malheureux, si vous passez à côté, il suffit de reprendre et de faire la rétrovision, de voir tous les versants, de voir ces lésions. Il y a possible. Voilà le message. Alors, une hémorragie digestive engage toujours le pronostic vital. Quelle que soit son abondance, une hémorragie digestive révèle la même valeur et l'hématémèse plus ménésale, il faut dire que vraiment l'hémorragie est grave. Une hémorragie digestive peut ne pas se réutiliser et être grave. Voilà, une hémorragie digestive peut s'arrêter spontanément, mais la récidive est fréquente. L'endoscopie occupe une place importante dans le diagnostic et le traitement. Diapo suivant. Voilà, donc voilà, j'avais annoncé dans les objectifs qu'on va faire une conduite à tenir pratique. Donc, devant une hémorragie digestive, il faut la réanimation. Le traitement vasoactif doit être entamé s'il y a une suspicion de varices œsophagiennes. Et l'endoscopie doit être faite en urgence. Après les mesures de réanimation, quand les constances deviennent stables, en ce moment, vous faites. Et cette endoscopie digestive permettra de mettre en évidence un ulcère gastro-duodénal. En ce moment, vous pouvez faire le traitement endoscopique sclérose s'il y a un saignement actif. Voilà. Et mettre le patient sous IPP. Et quand il y a une persistance ou une récidive, il faut faire le traitement endoscopique. Et quand il y a l'arrêt de l'hémorragie, maintenant, si malgré ce traitement ça persiste, vous pouvez demander au chirurgien de faire l'hémostase chirurgicale. Et l'endoscopie va mettre en évidence des varices ésogastro-duodénales, des varices ésophagiennes plutôt cardio-typologitaires. Et en ce moment, vous faites
la ligature. Vraiment. Moi, j'ai arrêté de faire la sclérose et je fais la ligature. Donc, le traitement vasoactif, on vous l'a dit, quand vous pouvez commencer ça dès que vous soupçonnez que ça permet de maîtriser, parce que les hémorragies par dessus des varices, vraiment, c'est abondant. Et le traitement vasoactif, c'est à 2 à 5 jours. En cas d'arrêt de l'hémorragie, vous faites la prévention secondaire. Sinon, si ça persiste, vous pouvez passer la méthode radiologique, le TIPS, qui permet de gérer le problème. Maintenant, si les autres, l'endoscopie permet de mettre en évidence les autres pathologies, mais, comme l'ulcère, gastro-duodénal, et l'ulcération plutôt pas l'ulcère. Et sinon, ne pas les réverser, c'est les mêmes indications thérapeutiques dans la maladie sur le gastro-duodénal. Possible. Voilà, conclusion. Voilà, une hémorragie digestive aiguë, c'est une urgence. Urgence médico-chirurgicale. Les causes sont multiples, mais les étiologies sont dominées par les ulcères gastro-duodénaux et la rupture des varices œsophagiennes. Alors, la prise en charge doit être précoce et adéquate, sinon le pronostic vital peut être mis en jeu. Donc, la possibilité, je voulais vous parler de. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Ça a été laborieux. J'espère que vous avez pu quand même tirer quelque chose de tout ce que j'avais dit par rapport aux hémorragies du côté. Je vous remercie si vous avez des questions. Merci beaucoup, professeur. C'est vrai que c'était une communication parsemée de pannes de connexion, mais je pense quand même qu'on a pu retenir l'essentiel de la communication. Et nous vous remercions pour avoir accepté de discuter de cette thématique très importante pour nous. Nous allons Merci. passer donc à la deuxième partie, la phase des questions-réponses. J'aimerais bien demander aux participants si vous aviez des questions, pourquoi pas des partages d'expériences, des remarques par rapport à la prise en charge des hémorragies digestives hautes aiguës dans vos différentes contrées. C'est le moment de prendre la parole. Il suffit de lever la main et la parole vous sera accordée. Visiblement, tout a été compris certainement, puisqu'il n'y a pas de main levée. Il n'y a Ah, aucune question. s'ils ont tout compris, là, c'est une bonne chose. Ou bien, De il peut y avoir l'extérieur. des problèmes comme nous aussi. Nous sommes dans. Nous, on est dans le coupure d'électricité. On avait de sérieux problèmes ici avec la connexion. Ben, s'il n'y a pas de question, mais moi j'en ai une. Oui, Par rapport à la thématique abordée aujourd'hui, qui est l'hémorragie digestive haute aiguë, qu'est-ce que oui. vous auriez aimé que nous gardions comme, je sais que vous l'avez déjà dit quand même, mais qu'est-ce que vous auriez aimé que nous gardions comme leçon par rapport, je pense qu'il y a une question, il y a quelqu'un qui a levé la main, Oui, Cuisera, monsieur ou madame oui. Cuisera, vous avez la parole. Monsieur ou madame Cuisera, vous avez la parole. Votre main est levée. Merci d'ouvrir votre micro. Il y a une main levée, monsieur ou madame Cuisera. Votre micro est toujours fermé. Merci de l'ouvrir. En attendant que la personne puisse ouvrir son micro, je continue dans Oui. ma question. Qu'est-ce que vous auriez aimé que nous puissions garder de la communication d'aujourd'hui?
Quels sont les mots-clés, quelles sont les phrases clés, qu'est-ce qu'il faut garder et comment est-ce que nous devons réagir devant une hémorragie digestive haute aiguë. Merci. D'accord. Une hémorragie digestive haute aiguë égale urgence médico-chirurgicale. Urgence médico-chirurgicale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réanimer le patient. Il faut commencer par ça d'abord. C'est-à-dire que quand le malade vient, il faut faire en sorte que les constats soient stables avant de l'envoyer pour faire l'endoscopie digestive. Ne n'envoyez pas les malades, il faut réanimer. C'est ça l'urgence. Si vous parvenez à rendre le constat stable en ce moment, vous contactez les autres acteurs de la prise en charge des hépatites, notamment l'endoscopiste qui va faire l'endoscopie. Et en ce moment, comme je l'ai dit dans mon exposé, que l'endoscopie a un triple objectif, c'est-à-dire de faire de l'exercice de la lésion, évaluer le risque, mais aussi faire le traitement endoscopique. Donc, si vous êtes dans un centre où on a la possibilité de faire des gestes thérapeutiques, c'est là-bas, c'est là où vous envoyez et puis on fait le diagnostic en même temps on fait le traitement. Maintenant, si le traitement est fait, il faut suivre le patient, sur le patient et l'enquête étiologique, comme je l'ai dit dans l'exposé, vous le faites, un interrogatoire minutieux, l'examen physique, les examens paracliniques que vous allez demander, ça vous permet de demander la gravité de l'hémorragie. Et puis, l'endoscopie va vous aider dans la recherche de cette éthologie et aussi évaluer la gravité à travers certaines classifications que vous connaissez et puis faire le traitement. Vous avez la possibilité de faire le traitement si c'est un centre qui est habilité à le faire. Le faire dans le cas contraire, je ne dis pas de cette possibilité. C'est la médecine médiévale que vous faites, mais on a dû travailler quand on n'avait pas de gestes endoscopiques, on prenait les malades en charge. Mais il faut vraiment euh, utiliser tous les moyens. Si vous utilisez tous les moyens médicaux et que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à confier le malade au chirurgien parce qu'il fait partie aussi des acteurs de prise en charge de cette hémorragie. Et puis on fait un hémorragie chirurgical. Je préfère qu'on opère un malade pour faire un hémorragie chirurgical et de le laisser mourir par hémorragie cataclysmique. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'il n'y a plus de main levée. Je vais profiter pour annoncer le prochain webinaire qui Oui, va débattre sur les AVC ischémiques. Ce cours nous oui, sera fait par un neurologue qui s'occupe de tout ce qui est pathologie neurovasculaire et elle est marocaine. Ce cours sera à faire le samedi prochain à 9h GMT. Je remercie tous ceux qui ont pu suivre ce webinaire malgré les différentes interférences. Merci vraiment de votre patience et j'espère qu'ensemble nous avons pu capter quelque chose, nous avons pu gagner quelque chose de cette communication. Merci également au professeur pour la patience, pour malgré tous les problèmes de connexion d'électricité, nous avoir quand même partagé de son savoir. Nous sommes très d'accord, heureux de vous avoir aujourd'hui et je peux dire que c'est la première fois que nous recevons un professeur du Mali. Et ce d'accord, sera quand même pour nous un honneur d'en recevoir d'autres, pourquoi pas vous et d'autres personnes venant de votre pays les autres fois. Merci infiniment à tout le monde. Pour avoir le oui, replay et le cours d'aujourd'hui, il suffit de se rendre sur notre interface Rima Learning. Et voilà, je vous souhaite bonne soirée. Prenez bien soin de vous et on se dit à samedi prochain, 9h oui. GMT. Prenez bien soin de vous et on se dit à tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Que Dieu vous Merci garde. beaucoup, professeur. Vous aussi.